Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle review de l'épisode numéro 9 de Super Dragon Ball Heroes, il est sorti aujourd'hui. En même temps, je vous le rappelle que la Universe Mission numéro 7, donc c'est-à-dire les nouvelles bornes d'arcade pour jouer au Japon, les cartes qui vont avec, etc., ils ont tout groupé aujourd'hui. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur tout ça, je vous mettrai les liens qui vous renverront directement vers la chaîne YouTube officielle de Super Dragon Ball Heroes, vous verrez un petit peu les nouvelles cartes et tout ça, ils ont fait des vidéos promotionnelles. Et sinon, l'épisode était vachement chargé, l'épisode 9, mais il nous racontait pas mal de choses, et j'ai trouvé qu'il nous les racontait plutôt bien, chose sur laquelle Super Dragon Ball Heroes s'améliore énormément, je trouve, de semaine en semaine. En parlant d'amélioration et d'évolution, je voulais aussi vous remercier, parce que là, vous le voyez sous vos yeux, on est dans la dernière ligne droite pour les 100 000 abonnés, il en reste, au moment où je vous parle, 299 très précisément. Encore une fois, un très grand merci à toutes les personnes qui vont rejoindre la chaîne dès maintenant. Merci également aux plus anciens sans qui ça ne serait pas possible. En tout cas, si ce n'est pas encore déjà fait, je pense sincèrement que c'est le dernier moment et le meilleur moment pour le faire. Merci infiniment à tous. Et sinon, pour revenir à l'épisode, il nous a proposé pas mal de choses, c'est-à-dire donc l'attaque avec Ahatsu, etc. Mais aussi pas mal de petits conflits au milieu, comme les Tsu-Full contre Vegeta et Trunks, comme Kamba contre Jiren, comme le retour extrêmement épique de Goku Ultra Instinct en tenue du Daishinkan. Donc un épisode extrêmement basé sur l'action, sur les transformations, sur l'apport de nouveaux personnages, de nouvelles versions de personnages, comme par exemple la possession en début d'épisode de Vegeta par Oren. Oren qui est un des deux êtres artificiels, qui sont également des Tsu-Full et qui sont réellement réminiscents de ce qu'a pu apporter Baby dans Dragon Ball GT. D'ailleurs la même chose se produit, à l'époque on avait eu droit à Baby Vegeta, là on a droit à Super Oren Vegeta. Je pense aussi que cette scène pourrait donner lieu à des mèmes, parce que le pauvre Vegeta, la seule fois où il aurait eu les cheveux blancs pour le moment dans Dragon Ball Super, c'est pas pour l'Ultra Instinct, mais quand il se fera posséder. Enfin, c'est pas Dragon Ball Super, c'est Super Dragon Ball Heroes, mais vous m'avez compris dans le principe. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé le design, le visuel de Vegeta comme ça. Il avait un bon design qui me rappelait la deuxième forme de Baby en termes d'évolution, forme qui est ma préférée de ce personnage-là à l'époque. Mais en même temps, comparé à Baby, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, quand Caulifla et Kale se faisaient posséder, enfin la semaine dernière ou il y a 15 jours en arrière, ça reste assez fade. C'est-à-dire que, je vais pas trop me répéter sur ce que j'ai déjà dit, Baby exploitait énormément les personnages qu'il possédait. Il utilisait leur technique, c'était la même voix en termes de doublure de CU. Il y avait une réelle cohérence par rapport à la possession. On sentait vraiment qu'il y avait un parasite, plus que physiquement, il utilisait également les aptitudes des personnages, tandis que là, on n'a pas vu Vegeta balancer un canon Garrick, un Big Bang, un Final Flash, rien de tout ça. Et le Oren Vegeta parle avec la voix de Oren, ça va vraiment pas au personnage, tout comme ça n'allait pas sur Caulifla ou Kale. Et Vegeta continue d'utiliser les attaques de Oren, c'est-à-dire le Smash Break, là où il avance là avec une sphère autour de lui qui explose. Alors d'accord, la sphère est devenue plus puissante qu'avant, Oren dit que le corps de Vegeta est le meilleur et celui avec le plus de puissance qu'il a pu posséder, la scène est classe visuellement, mais c'est réellement dommage, j'espère que ça sera le cas dans le jeu vidéo qui permettra un peu plus de diversité, de ne pas avoir eu justement l'embarras du choix sur ce que visuellement Vegeta allait nous proposer en termes de capacités qui sont propres à Vegeta mais qui seraient réutilisées dans un cadre d'un personnage comme celui-ci. Là je pense que c'est vraiment pour réveiller la fibre nostalgique de ceux qui adoraient Baby Vegeta, c'était un personnage assez cool je trouve dans Dragon Ball GT et qui a apporté un bel arc. Ils auraient pu aller plus loin mais ils ne l'ont toujours pas fait. D'ailleurs j'ai trouvé aussi que dans sa construction, même s'il était plutôt bien, même très bien ficelé cet épisode-là, j'ai pas senti le côté fractionné ou le côté manque de transition que pouvaient avoir les précédents épisodes du 1 au 5 en particulier. Je trouve que depuis le 6 ça s'améliore énormément. Et bien ce que je veux vous dire c'est qu'en plus d'être plutôt bien construit et plutôt bien amené, sans qu'il y ait de réelle frustration quand on le regarde, et pourtant ça durait encore 8 ou 9 minutes comme d'hab, et bien l'épisode était très chargé, donc on avait un épisode assez qualitatif, sans être le top exceptionnel, mais c'était bien qualitatif, et très chargé, comme quoi qualité-quantité ça peut des fois aller ensemble. Je m'attendais à un épisode qui serait extrêmement centré sur le combat de Kamba face à Jiren, avec une petite interaction de Goku Ultra Instinct, mais vous remarquerez bien que c'était quasiment divisé en 3 tiers, 3 parties. La partie Vegeta qui se fait posséder, ensuite on en arrive sur la partie de Kamba contre Jiren, une sorte de transition avec l'arrivée de Zamasu contre Jiren, puis on en arrive sur Goku Ultra Instinct. Et justement, la surprise pour moi, c'était de ne pas avoir un développement beaucoup plus poussé de Kamba contre Jiren, parce que c'était réellement l'affiche, le plus fort contre le plus fort, Kamba contre Jiren. Jiren ayant poussé Goku jusqu'à ses derniers retranchements dans le tournoi du pouvoir, jusqu'à l'Ultra Instinct, au-delà de celui qu'on a vu ici, rappelez-vous, la forme aux cheveux blancs argentés, et on a Kamba qui lui n'a pas arrêté d'enchaîner les prouesses, il s'est tapé contre toutes les formes de végétaux possibles, il a tout repoussé. On a réellement là 2 monstres de la nature, un même d'ailleurs qui vient de faire tomber Toppo au sol, et on voit que Toppo n'est pas mort. Et ça je pense, les devins, je vous reconfirme ce que je pense, et on a vu que les cartes confirment un petit peu mes dires, le retour de Toppo à Kaishin devrait se faire dans les prochains épisodes, pourquoi pas si Jiren est un petit peu mis à mal ou quelque chose comme ça, mais si on a vu Toppo tremblotant au sol, ça voulait dire que ils nous ont montré ici un petit indice comme quoi il peut revenir dans la course,
et le seul moyen pour Toppo de revenir dans la course quand il est KO, c'est de briser sa coquille, d'aller au-delà de ses limites, et ça passe par le mode Akaishin. Mais là où j'étais encore plus surpris, donc c'est sur la rapidité du combat Jiren contre Kamba. Au début il se cherche un petit peu et tout ça, donc je comprends, mais finalement on a un Kamba qui nous sort le Super Saiyan 3 Full Power, et c'est très rapide, il est très classe, il est épique et tout ce qu'on veut, mais c'est extrêmement rapide, hein, comme la phase de transformation. On aurait dit un petit peu celle de Broly Full Power dans le film, ça va très très vite. Et au final, en termes de combat, on n'a pas grand chose, parce que derrière, on a Ahatsu qui nous fait une réelle démonstration de force de ces espèces de pouvoirs de télékinésie ou pouvoirs magiques, je ne sais pas réellement, vous avez vu, hein, ce sont des pouvoirs qui vont au-delà de ce qu'on connaît chez les mortels habituellement. Il arrive à plaquer au sol Jiren, et Jiren a énormément de mal à se relever de son état. C'est vrai que dans le précédent épisode, on avait Vegeta qui n'était pas transformé, Trunks, Kale, Caulifla, donc des personnages qui n'étaient pas à leur top niveau, qui n'arrivaient pas à se relever. Mais là, même un Jiren, d'accord, il n'est pas en full power, mais il est resté à genoux. Donc clairement, les techniques de Ahatsu ne sont pas à négliger du tout. Et à partir de ce moment-là, je m'attendais à une espèce de round 2 entre Jiren et ce fameux Kamba. Je m'attendais à un Jiren qui pète le full power. Mais non, en fait, les opposants s'échangent d'une manière un petit peu abrupte. Ça sera peut-être la transition la moins bien faite de l'épisode, parce que d'un coup, Jiren se retrouve face à Kamine et Oren. Puis tout à coup, il y a Zamasu qui débarque d'une manière assez classe, je trouve, avec ses vêtements un peu déchirés, le bandeau sur l'œil. Ça lui donne un côté un petit peu plus mercenaire à Zamasu, alors que dans l'arc Zamasu, il était très propre en mode dieu. Et là, bon, on se dit, si le combat contre Kamba est fini, pourquoi pas un petit Jiren contre Zamasu, même si on sait que Zamasu est perdu, mais pourquoi pas Gatai Zamasu version Igros peut être beaucoup plus puissant qu'avant. Et là, on a un petit échange de coups pour se tester, on a Zamasu qui esquive Jiren, Jiren qui esquive Zamasu. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, on sait que Zamasu est beaucoup plus proche de son maximum que Jiren. Jiren est loin de forcer. Là, on doit avoir un Jiren qui est à un niveau inférieur de ce qu'il a montré en épisode 110, j'en suis sûr et certain. Pendant ce temps, Trunks se fait one-shot par son père qui est possédé, et là, la transition parfaite se fait, parce que on s'attendait tous à voir un retour de Goku, l'Ultra Instinct, ça nous a été teasé par les cartes et tout ça, en mode vêtement du Daishinkan, mais je pense que pas grand monde d'entre nous ne s'attendait à voir le Daishinkan débarquer sur Terre lui-même accompagné de Goku. Le Daishinkan n'a pas servi à grand chose, le fameux grand prêtre. Si on regarde bien, mis à part servir de mode de transport, il n'a pas réellement servi. Mais malgré tout, on sent une réelle prestance qui se dégage de ce personnage-là. Si Goku en est son élève et qu'il en a même porté les vêtements, c'est que ça va loin. En un seul clin d'œil, on voit au regard de Zamasu, tellement apeuré en train de voir Goku qui débarque. Déjà, le retour de Goku, c'est quelque chose de particulier. Qui débarque habillé comme ça, accompagné du dieu quasi suprême en dessous de Zeno, le Daishinkan. Le regard de Zamasu explique tout en fait. Et à partir de là, on a la révélation de l'épisode. Alors c'est cool parce que ça correspond à mes petites prédictions sur l'épisode, donc je suis plutôt content de les voir se réaliser ici, parce que ça rendait bien dans l'épisode le fait que l'on nous montre que Goku est capable de maîtriser et de réutiliser à volonté la forme Kizashi de l'Ultra Instinct, donc ce qu'on peut appeler le Ultra Instinct Omen en anglais, l'Ultra Instinct Présage ou les signes de l'Ultra Instinct. D'ailleurs, dites-moi en zone commentaire si vous appelez ça Ultra Instinct Kizashi, Présage, Signe, Omen, je sais pas exactement ce que vous préférez dire. C'est-à-dire la version noire avec les cheveux un petit peu flottants, les yeux argentés, et une coloration un petit peu particulière de certaines mèches de ses cheveux avec l'aura qui l'entoure, etc. Visiblement, l'entraînement du grand prêtre n'a pas mené suffisamment ses fruits ou n'a pas été poussé suffisamment longtemps parce que la menace presse, il pouvait pas rester là pendant 3/4 d'heure à s'entraîner avec le Daishinkan. Mais on comprend directement chez Goku qu'il est capable de réutiliser tant qu'il le veut cette forme-là de l'Ultra Instinct. Si vous en doutez, c'est très simple. On se rappelle que la condition d'éveil de l'Ultra Instinct dans l'anime et dans le manga Dragon Ball Super, c'est d'en arriver à dépasser ses limites, c'est de briser sa coquille comme il n'arrêtait pas de le répéter. Pourtant là, Goku est soigné, Goku n'a mené aucun combat, Goku est en très bonne santé, il est loin de dépasser ses limites ou quoi que ce soit, il n'a aucune forme de réelle pression sur lui, mis à part le fait qu'il faut battre l'ennemi en face. Mais là, c'est pas être poussé à bout, Goku est vraiment tout neuf et pourtant, il sort l'Ultra Instinct. On sent réellement que ça vient de lui, donc clairement, on se tourne vers une forme d'utilisation de l'Ultra Instinct qui ressemble un peu à l'activation du Kaioken, qui est une technique, ou à l'activation d'un Super Saiyan, qui lui est une transformation. Et je pense, encore une fois, que même si la série Dragon Ball Super ne fera pas exactement les mêmes choses que Heroes, il n'y aura pas cet arc-là, ça sera peut-être pas le Daishinkan, ça se fera peut-être avec Whis, ça se fera peut-être au fil des choses, en s'entraînant avec Vegeta, contre Moro, contre Broly, je ne sais pas, mais je suis sûr et certain que c'est l'évolution obligatoire que doit avoir Goku dans le canon de Dragon Ball, c'est-à-dire pouvoir arriver à maîtriser au moins cette version-là de l'Ultra Instinct, et à terme, ça m'a l'air aussi évident que Goku va finir par maîtriser la forme aux cheveux blancs-gris, la réutiliser, la ressortir quand il le veut, et que nous aurons affaire à de nouvelles menaces qui vont causer des problèmes à Goku, même dans cette nouvelle forme-là. Et comme d'habitude dans Dragon Ball, c'est l'évolution perpétuelle. Goku devra se dépasser encore au-delà de l'Ultra Instinct. Petite phase que j'ai bien aimée, c'est quand le Daishinkan constate les évolutions et le résultat de ce que peut faire Goku sur le terrain, il le regarde et lui dit « Bon,
je te laisse te débrouiller, finis le combat un petit peu comme tu le sens, en voulant dire c'est bon, j'ai compris que là, avec le niveau que t'as, c'est à peu près plié, c'est bon, tu vas te les faire. Et on a le résultat. On a Goku Ultra Instinct qui fonce sur le Vegeta, visiblement il veut directement sauver son ami. Il lui met un coup, pendant qu'on a Jiren qui a one-shot Zamasu. On a vu qu'il jouait un petit peu avec Zamasu auparavant, là il l'a directement envoyé tout au fond de la map. Et Goku en fait de même avec Vegeta, mais avec un niveau de maîtrise que l'on a rarement vu dans Dragon Ball. C'est-à-dire que le coup que Goku porte à Vegeta va permettre d'extraire directement en un seul coup le parasite que Vegeta a autour de lui. D'ailleurs vous remarquerez que Goku se maîtrise tellement bien qu'il arrive à charger son poing et l'entourer de l'aura de l'Ultra Instinct. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais on pourrait même se demander si dans ce moment-là, Goku n'arrive pas à canaliser dans une seule partie de son corps, donc les poings c'est plus pratique, la puissance et la forme de l'Ultra Instinct maîtrisée. Ça veut dire qu'il n'a pas les cheveux blancs ou les cheveux gris, mais durant un court instant, son poing est alimenté d'une énergie de l'Ultra Instinct telle qu'elle égale celle de la forme aux cheveux gris-blancs. C'est l'impression que ça m'a donné, il a concentré toute son énergie d'un coup ici, ils nous ont montré un petit peu ça comme si c'était un indice à l'écran, je pense que ça mériterait une petite vidéo d'analyse là-dessus pour essayer de tirer ça au clair. Mais en tout cas ça a porté ses fruits parce que Vegeta est de retour, et on sent que là la contre-attaque, comme ça nous est promis pour la preview du prochain épisode, va se lancer directement. On a un plan magnifique sur Goku avec ses yeux qui sont totalement argentés, je trouve extrêmement classe comme ça, c'était tout con à penser de mettre des yeux argentés à Goku, mais ça rend super bien. Pour le prochain épisode, l'épisode numéro 10, pour la date de sortie, pour la preview, les informations que l'on a là-dessus, les spoilers, tout ce qui va avec, je vous en parlerai comme d'habitude dans une autre vidéo. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui rejoindront la chaîne pour atteindre les fameux 100 000 abonnés, ça fait extrêmement plaisir. Tout comme le fameux pouce bleu pour le référencement, la page Utip, vous connaissez, est en description. Un grand merci à tous, prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.